sa suppression ne fait pas l'unanimité. Mais je ne pense pas que ce soit le probatoire qui soit un problème pour notre système éducatif. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. Lorsque nous recrutons les enseignants, ils vous disent qu'ils peuvent travailler partout. Pourquoi arrive-t-il qu'une fois qu'ils sont recrutés, ils commencent à penser que l'endroit où ils sont n'est pas le bon endroit? C'est bien d'utiliser tous ces mots qui peuvent mettre à mal notre pays. Mais sauf que quand ces choses commencent, on ne sait jamais quand elles finissent. Et il appartient au peuple de se mobiliser pour que cette triste dessein ne puisse pas aboutir. Je pense que les Camerounais meurent beaucoup plus d'autres maladies. Je pense que psychologiquement, nous devons être préparés à vivre avec. Scène de presse, c'est votre plateforme de débat dominicale sur la CRTV avec des invités de choix qui croisent le verbe en toute liberté. Prenez rendez-vous tous les dimanches après le téléjournal en langue française. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Scène de presse, votre émission de débat dominical sur la CRTV. Sur le plateau avec moi, Albert Ayomba, qui est le directeur des affaires juridiques à la Fédération camerounaise de football. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Tout en face de vous, Amadou Baba Abdourahmane, le président de l'Étoile filante de Garoua. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, madame. Merci. Avec vous, nous balisons les pistes pour la reprise du football au Cameroun. Ce n'est un secret pour personne. Depuis une dizaine d'années, le football camerounais est malade d'un terminal querelle intestine. La discipline et les joueurs en pâtissent. Le 10 février dernier, le président de la République a appelé les acteurs à se ressaisir et à ramener la sérénité dans leur organisation. Scène de presse met la balle au centre ce soir. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons le docteur Aristide Stéphane Ababa, le chef de la section des opérations de la réponse nationale au Covid-19 et la journaliste blogueuse Olive Atangana pour faire le constat de la reprise du Covid-19 au Cameroun. Le taux d'occupation des lits et le nombre de morts augmentent dans un contexte de crainte d'apparition de nouveaux variants et d'indiscipline généralisée. Comment étouffer le mal? Quelques prescriptions sur le plateau de Scène de presse. Mais avant, réécoutons cette prescription du président de la République aux acteurs du football camerounais. À tout de suite. La jeunesse sportive du Cameroun, de par ses multiples exploits, mérite bien les sacrifices consentis pour ces grands investissements. Ce doit être un réel motif de fierté pour tous et un encouragement à remporter de nouvelles victoires. C'est le lieu pour moi d'inviter les instances fêtières du football camerounais à se ressaisir et à ramener la sérénité dans leur organisation. Ce n'est qu'ainsi qu'il nous sera possible de créer les meilleures conditions de l'épanouissement constant de notre football. Vous venez donc d'écouter le président de la République. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le football camerounais reparte et précisément pour que les championnats reprennent? Merci de l'honneur que vous me faites, Madame Lucrèce Mebenga, de me passer la parole en premier. Je voudrais indiquer que la question de la reprise de championnat ou du départ du football camerounais posée de manière absolue
m'amène à dire que, peut-être que vous ne l'avez pas constaté, que ce football est bel et bien reparti depuis la fin du CHAN. Parce que les championnats amateurs se jouent dans les diverses régions. Dans les prochains jours, les filles et les jeunes vont également redémarrer. Et je ne vous apprends rien puisque vous aviez une équipe mardi dernier à la fédération. Une réunion de concertation a été appelée et organisée par le président de la fédération avec l'ensemble des acteurs qui constituent les clubs de football professionnels pour un redémarrage des championnats les 27 et les 28. Donc c'est ce que je voulais indiquer dans cette première prise de parole. Donc pour nous, le football a repris. Il va redémarrer dans les secteurs qui n'ont pas encore redémarré dans les prochains jours et les préparatifs y afférents sont en train d'être pris par la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'il n'y aura pas, selon vous, une obstruction quelque part? De quoi vous parlez? Je veux bien comprendre. Qu'est-ce que vous entendez par obstruction? Puisque le football se joue, je vous ai dit que les championnats amateurs se jouent en ce moment. Si par obstruction, vous avez peut-être une idée plus précise, on peut vous apporter des clarifications là-dessus. De toutes les façons, nous observons que nous travaillons sur le terrain sans que nos activités, enfin celles de la fédération, puissent faire l'objet d'un quelconque empêchement. Je vous dis, aujourd'hui même, dans la Ligue régionale de football de l'Ouest, je pense au Nord et dans d'autres régions, ces activités ont repris. Donc, nous ne constatons pas d'obstruction, au contraire, nous travaillons en bonne confiance avec les autorités administratives locales pour que nos activités se déroulent dans la quiétude absolue. Alors, M. Abdourahmane, c'est le même constat que vous avez fait. Les activités sportives vont commencer à reprendre. Est-ce que cela va aller, de votre point de vue, crescendo, notamment avec les championnats professionnels, la Ligue professionnelle? Bon, écoutez, ça dépend dans quel monde on est. Si on est dans le monde du football organisé, ce n'est pas le cas. Mais maintenant, si on est dans un monde anarchique, où chacun peut se lever et faire ce qu'il veut, oui, on peut considérer que le football des quartiers, le football des villages se joue. Mais dans FIFA, j'aime le répéter, il y a Football Association, c'est Fédération internationale de football association. La FECAFOOT s'occupe du football association. Ça veut dire que le football régit par les règles. Donc là, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a d'abord une loi qui régit le fonctionnement du sport en général au Cameroun et particulièrement le football. Il y a les textes de la FECAFOOT, il y a les textes de la CAF, il y a les textes de la FIFA. Donc si on vous dit que mais nous organisons parce que nous sommes en relation avec les autorités administratives, il faut se poser des questions. Selon la réglementation applicable, ce n'est pas à eux d'organiser ni les championnats du football amateur, ni les championnats du football professionnel. Maintenant, si nous sommes, je le répète, dans un monde sans règles, écoutez, ça, je vous... Alors, vous considérez que ces championnats se déroulent dans les villages et les quartiers, mais que faut-il faire alors, concrètement, pour que, j'ai envie d'appeler les vrais championnats revenir à la légalité. Démarre. Revenir à la légalité. C'est-à-dire quoi, revenir s'arrêter... à la légalité? Non, je vous ai dit, il y a des règles. Et si on ne respecte pas les règles, écoutez, vous savez que, je vous prends l'exemple du football professionnel. Nous avons la Ligue de football professionnel à 3 décisions. La Ligue avait été suspendue, elle a passé 14 mois devant les juridictions et à la fin, elle a obtenu la levée de sa suspension et le tribunal arbitral du sport, le TAS, l'a rétabli et a rétabli ses compétences statutaires et réglementaires et a bien dit que c'est à elle d'organiser les championnats de football professionnel au Cameroun. Malgré tout ça, ces gens qui aujourd'hui sont à la fédération se sont opposés à cette décision parce que c'est la Cour suprême dans le monde en matière de football, de sport en général. Ils se sont opposés à ça. Ils n'ont pas voulu que ce soit la Ligue. On a lancé le championnat. Ils ont bloqué. Il y a eu un premier match qui s'est joué. Et par la suite, ils ont retiré à nouveau, au mois de novembre, le 4 novembre 2020, à nouveau les compétences de la Ligue. La Ligue est allée au tribunal, est retournée devant le TAS en passant par la CCA. Entre-temps, ils ont monté certains présidents de clubs qui ont prétendu que la Ligue était dissoute. Et l'affaire est allée, la Ligue a saisi le TAS à nouveau. Et le TAS a pris une ordonnance. J'arrive. Le TAS a dit, OK, vous avez dit que la Ligue a des problèmes. Vous avez dit que la Ligue est dissoute. Vous avez dit
Bon, moi, je prends en considération tout ce que vous avez dit, du moment où c'est moi qui dois juger. En attendant que je juge, comme la procédure prend du temps, je rétablis momentanément jusqu'à ce que je rende ma décision. C'est à la Ligue de football professionnel du Cameroun d'organiser les championnats de football professionnel au Cameroun. J'arrive, madame, je vais terminer parce que c'est important. Que le temps nous Alors, une ordonnance donc, du TAS qui est venue confirmer que c'est la Ligue. La FECAFOOT elle-même, ces gens qui sont à la FECAFOOT, ont saisi la Cour suprême en Suisse, c'est-à-dire le tribunal fédéral suisse, pour demander à ce tribunal d'empêcher que la Ligue organise le championnat, de suspendre la décision du TAS du 14 septembre 2020. Ce tribunal, le 9 février dernier, a rejeté cette demande, a donc confirmé que c'est à la Ligue d'organiser. Donc vous avez une sentence arbitrale définitive du TAS, vous avez une ordonnance super provisionnelle de la présidente de la Chambre arbitrale du TAS, vous avez une ordonnance du tribunal fédéral suisse, c'est-à-dire la Cour suprême suisse, qui vont dans le même sens. Mais M. Ayomba vient de dire que malgré tout ça, ils sont en train d'organiser les championnats. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Non, il y a tout ce que vous avez évoqué, mais sur le terrain, il n'y a pas de match. Non, mais il n'y a pas de match dans les différents stades. Il n'y a pas encore de match. La question que moi je pose, et je reviens sur cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans quelques jours, comme M. Ayomba l'a indiqué il y a quelques instants, pour que ce championnat reprenne effectivement? Vous avez dit que le président de la Fédération camerounaise de football a organisé une rencontre avec les différents présidents de clubs. Qu'est-ce que les présidents de clubs vous disent? Est-ce qu'ils sont prêts à reprendre? Est-ce que les joueurs sont prêts? Qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour que, à la date indiquée, que les stades soient ouverts véritablement, quand on parle de stades, les belles infrastructures que l'État a bien voulu construire pour que les joueurs puissent effectivement descendre sur les différentes pelouses. Madame Lucrèce, je vous ai dit que sur ce que j'ai vu, d'abord sur les 35 clubs qui constituent les championnats d'élite, c'est-à-dire élite 1 et élite 2, j'ai observé que 25 avaient répondu présent. Et la particularité des présences, c'est que ce qui constitue la tête de pont du football camerounais, de par leur histoire, je parle du Canon, du Tonnerre, de l'Union sportive de Douala, de Coton Sport de Garoua, du Dragon de Yaoundé, d'autres clubs, bien sûr, comme Racing Club de Bafoussam, toutes ces têtes de pont ont répondu présent à cette rencontre. Et de ce que j'ai vu et des déclarations qui ont sanctionné la fin des travaux, tout le monde est enthousiaste à retrouver les stades au niveau du football professionnel. Je vous dis et je vous répète encore que pour nous, la situation est très claire, il y a une sérénité qui se dégage, il y a une volonté, nous sentons un engouement, une motivation de la part des acteurs de venir se joindre au mouvement de relance qui est déjà amorcé par le football amateur. Donc ceux qui ne voient pas ça, c'est ceux qui veulent faire persister dans leurs esprits le doute et la zizanie, mais pour nous c'est très clair, le football, attendez de voir le 27 et le 28 va rester. Ok, madame. Vous avez posé une question, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut. Il faut respecter les règles, je vous ai dit. Là, on nous fait croire que la présence de certains clubs, encore qu'il y a des doutes là-dessus, la photo que nous avons regardée, il y a tout au plus 10 présidents de clubs qui ont répondu présents à cette réunion. Mais ce n'est pas ça la question. Les 35 présidents de clubs auraient pu assister à cette situation, mais ça ne va pas créer le droit. Ça ne va pas créer le droit. Je vous dis, qui a la compétence d'organiser ? Mais on ne nous dit pas. Moi, je vous ai cité 3 décisions, y compris celle de la Cour suprême en Suisse. C'est-à-dire que c'est le dernier niveau. Mais maintenant, on vous dit qu'on fait sans tenir compte. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on sache où nous sommes. Si c'est le football organisé, moi je parle du football organisé, mais apparemment nous ne sommes pas dans le même monde, nous ne parlons pas de la même chose. C'est le football réglementé, c'est le droit, c'est la loi du Cameroun, ce sont les statuts et les autres règlements, que ce soit de la FECAFOOT, de la CAF ou de la FIFA, ce sont les décisions de justice rendues par les juridictions compétentes, prévues par ces statuts-là. Donc, si c'est ça, c'est à la Ligue donc d'organiser les championnats professionnels du Cameroun. Mais maintenant, vous savez, il y a des gens qui ont peut-être, on ne sait pas sur quoi ils comptent, sur la force, sur la police qui les couvre, sur, je ne sais pas, le Cameroun n'est pas quand même un état de non-droit. Je pense que nous sommes un état de droit et aujourd'hui, je pense qu'il y a des décideurs qui nous regardent ce soir. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même, il y a un danger quelque part.
Si dans un pays, dans un secteur, le secteur football, vous avez des gens qui font fi de tout et qui ne respectent rien, le chef de l'État a dit, vous avez passé l'extrait tout à l'heure, il a demandé aux gens de se ressaisir. On va revenir sur cet extrait du président de la République, mais je voudrais, avant que nous écoutions quelques acteurs du football, notamment un président de club, Faustin Domke, et le coach Mbarga Angelbert, qui, eux, font des propositions tout aussi concrètes sur quoi faire pour que les différents championnats reprennent, que le football reprenne de manière plus sereine dans notre pays. Le premier sportif camerounais a fixé le cap en demandant que toutes les instances se ressaisissent. Je pense que c'est l'opportunité pour nous de rebondir et de se ressaisir tous dans l'ensemble. Le minima, c'est que la Ligue de football professionnel puisse organiser les championnats dans les normes légales telles que définies par les multiples décisions, que ce soit du tribunal arbitral de sport ou du tribunal fédéral suisse. Ça, c'est la première des choses. Et sur le sujet majeur qui concerne l'annulation des élections, moi, je pense que le Premier ministre et le ministre des Sports doivent saisir cette opportunité pour asseoir toutes les parties, pour qu'on dégage une approche de solution légale en respectant les normes. Il faudrait, dans un premier temps, que les compétitions reprennent. Dans un premier temps. Ensuite, qu'il y ait une clarification ou alors une normalisation de la gouvernance de notre football. Le football ne marche pas seulement avec les joueurs, on s'en rend bien compte, mais avec tout l'environnement qui les accompagne. Et il faudra bien aussi, pour conclure, que la professionnalisation de notre football soit effective, afin qu'on puisse véritablement régler les problèmes de la chaîne de production de la performance qui permettra à nos équipes d'être compétitives au plus haut niveau africain. Alors, Albert Ayomba, est-ce que vous êtes d'avis avec Faustin Domke, par exemple, qui dit que le championnat doit reprendre, le football doit reprendre dans les stades, mais avec comme organisateur la LFPC? Mais les gens citent toujours le chef de l'État, mais ils oublient de dire que le chef de l'État s'est préoccupé de la question du football camerounais par le biais de ses collaborateurs. On ne vous dit pas quelles sont les résolutions qui ont été préconisées à l'issue de ces pourparlers. Qui a bloqué? Mais si on dit qu'on respecte le chef de l'État, on le respecte dans l'entièreté des initiatives qu'il prend et des décisions qu'il prend à la suite de ces initiatives. Si notre chef de l'État ne peut pas prendre une initiative ou prend une initiative, et à la fin, ceux qui viennent chanter ici que le chef de l'État, ou qui chantent là, comme vous les avez vus, que le chef de l'État ne peut pas respecter les prescriptions données par le chef de l'État, il y a un véritable problème. Mais Lucrèce, nous avons été reçus, les acteurs du football professionnels ont été reçus sur instruction du chef de l'État à la primature. Ils ont également été reçus au niveau de la présidence de la République, de ces pourparlers en sont issus des résolutions. Quelles sont devenues ces résolutions? Est-ce qu'on doit penser que les initiatives menées par le chef de l'État sont en dessous de tout ce que j'ai entendu ici et que je conteste par ailleurs? Lorsque nous avons convenu de venir à l'émission, je ne savais pas que le débat se ferait effectivement sur la question de qui va organiser le championnat ou pas. La question portait sur l'imbroglio, sur le football camerounais, mais je vous dis... Vous avez reçu les sous-thèmes de l'émission et nous avons échangé avant cette émission sur les différents sous-thèmes. Oui, c'est des questions que nous allons aborder. Je vais y arriver. Voilà. Je sais pas pourquoi. Donc ne dites pas que vous êtes surpris par les questions que nous vous posons. J'ai les sous-thèmes. Aucun de ces sous-thèmes ne faisait une fixation particulière sur la question de la Ligue de football professionnel. C'est une question entre mille. Il y en a bien d'autres, monsieur Ayomba. Allez-y, répondez aux questions que nous vous posons. Je suis venu répondre aux questions. J'ai dit donc que le chef de l'État a prescrit des initiatives. Et ces initiatives, si nous sommes des républicains, nous les respectons. Elles sont là, elles sont connues, les directives du chef de l'État sont connues. Je ne veux pas les dévoiler ici, je n'en ai pas la qualité ni la capacité. Donc, si nous disons le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, nous faisons ce que le chef de l'État prescrit, dans l'ordre qu'il a prescrit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes tous observés, nous allons tous observer ce qui va se passer le 27 et le 28 pour savoir qui veut jouer, qui veut que le football reprenne d'abord
comme le soulignait le coach Bagat tout à l'heure, et qui ne veut pas que le football reprenne. Je crois que c'est la question centrale. Moi, je vous ai déjà indiqué les initiatives qui, en ce moment, sont prises par la fédération pour que ce football-là redémarre au niveau professionnel, puisqu'au niveau amateur, il a déjà redémarré. Donc, c'est cela. Je ne suis pas venu pour les autres débats qui, de mon point de vue, ne me semblent pas. Madame, mais je pense qu'il faut respecter le chef de l'État. Il ne faut pas s'amuser avec le nom du chef de l'État. Encore qu'on est à la télévision nationale. Vous comprenez? Je pense que le chef de l'État ne peut pas faire voter les lois, les promulguer et en même temps demander leur violation. Ne parlez pas au nom du chef de l'État, s'il vous plaît. Le chef de l'État ne peut pas demander qu'on viole la loi. Le chef de l'État ne peut pas demander qu'on viole les décisions de justice. C'est impossible. Je ne sais pas quelles sont les prescriptions que vous avez, de qui vous les tenez, mais il faut sortir ces prescriptions. Celle qui est sortie, qui émanait de monsieur le ministre secrétaire général des services du Premier ministre, là, nous leur avons dit ce que nous pensions de cela. Moi, j'étais présent et j'ai vu les prescriptions du chef de l'État. Et c'était le contraire de ce que vous êtes en train de dire, parce que j'ai eu l'opportunité, j'étais dans son bureau, dans l'antichambre de son bureau, et j'ai lu. Maintenant, si vous dites que le chef de l'État, entre-temps, a prescrit, a donné des instructions contraires à la loi, moi, je ne vous crois pas. Et c'est ce que vous essayez de dire, et c'est ce que vous essayez. Je ne vous crois pas, je ne vous croirai jamais. Parce que le chef de l'État, c'est lui le garant du respect de la légalité. Et aujourd'hui, quand on parle de la légalité, quand on parle des décisions de justice, vous vous plaignez que ce n'était pas prévu, vous n'étiez pas peut-être, comment je peux dire, préparé à répondre à ça. Mais en tant que responsable juridique, comme vous le dites, vous devriez être préparé à aborder toutes les questions relatives au football camerounais. Je voudrais savoir. J'ai l'impression qu'on se parle, mais peut-être qu'on ne se comprend pas. Et cela semble être dans le monde du football. Finalement, ces quiproquos, ces malentendus, cet imbroglio, ils profitent à qui? Est-ce qu'ils profitent véritablement aux acteurs du football? Est-ce que c'est entretenu quelque part? Est-ce que c'est voulu? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, de notre point de vue, il n'y a aucun imbroglio. Rien du tout. La situation est suffisamment claire et je pense que vous nous voyez avancer, je l'indique depuis, sur les mesures qui sont prises pour la reprise du football. Première chose. Deuxième chose, je ne souhaite pas qu'on apporte des jugements de valeur. Moi, je ne parle pas au nom du chef de l'État. Lorsque M. Abdourahmane dit qu'il était dans l'antichambre de je ne sais qui, moi j'ai eu le privilège... Du secrétaire général, du ministre secrétaire général des services du Premier ministre. Je vous aide. Non, ne m'aidez pas. Non, mais je vous avais Ma mémoire est fraîche, ne m'aidez pas. Donc, ok. Ne m'aidez pas. Non, mais parce que je l'ai dit. Allez-y, monsieur. Donc j'ai eu le privilège d'accompagner le président de la fédération à la concertation qui a eu lieu au Premier ministère. J'ai été reçu parmi les gens qu'on avait consultés. M. Abdourahmane Amadou était resté dans l'antichambre où on buvait le café. Il n'est jamais entré dans cette chambre. Il n'est jamais entré dans la salle de négociation. Parce que le président avait demandé au Premier ministre à l'époque de réunir les différents protagonistes qui secouent la crise pour trouver une solution. Maintenant, il y a des résolutions. Moi, je n'ai dévoilé aucune résolution ici. Ce que je sais, c'est que le président ne peut pas prescrire une telle initiative et qu'à la fin de cette initiative, on en sorte avec aucune résolution. Moi, j'ai accompagné mon président. Monsieur qui parle en face n'est jamais entré et n'a jamais été entendu par la commission qui est en place. Il vous dit maintenant qu'il était dans l'antichambre. Ne faisons pas dans la manipulation. Ce que je voudrais dire, et je vous l'ai dit au départ, c'est que ce sont ces querelles interminables qui ne nous font pas avancer. Vous m'avez posé une question qui est simple, celle du redémarrage des compétitions, et je vous ai indiqué le cap qui est fixé par la fédération pour que ces compétitions redémarrent. Madame, je vais revenir sur quelque chose. J'ai horreur des mensonges. Le 8 octobre 2020, j'étais dans la salle de réunion avec le Premier ministre, avec le ministre des Sports. Vous pouvez poser ces questions. Tout le monde, j'étais à l'intérieur de la salle et j'ai d'ailleurs pris la parole. J'ai pris la parole. Donc, je ne sais pas comment, apparemment, M. Ayomba a des problèmes de mémoire. J'étais à l'intérieur de la salle. C'était exactement le 8 octobre 2020. Maintenant, le 27 novembre 2020, j'étais dans le bureau, nous étions à 3. Le général Semengue, le ministre, secrétaire général des services du Premier ministre et moi. Il nous a donné des documents, nous avons consulté ces documents. Et là, maintenant, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je ne suis pas, je suis quelqu'un, je vous dis, madame, je vous ai donné des dates avec des témoins. J'étais présent lors de la réunion avec monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est pour vous dire que moi, je n'ai pas... Et alors,
j'ai l'impression que je vous ai dit, vous voyez, vous comprenez, on vous dit qu'il n'y a pas d'imbroglio. Alors que le thème de votre émission, vous-même, vous avez mis imbroglio, vous avez fait le constat, mais vous avez des gens qui sont complètement dans le déni. Et ça, c'est ça le problème, madame. Ce n'est pas une question de compréhension ou bien les gens ne s'écoutent pas. Nous sommes dans des mondes parallèles. Et je vous ai dit, tant qu'on ne s'accorde pas dans quel monde on est, tant qu'on ne sommes pas sur la même fréquence, mais on va avoir des gros problèmes. Là, quelqu'un vous dit, moi, nous faisons ce que nous voulons, nous avançons. Et pour le moment, nous avançons, nous sommes protégés par des individus. Et moi, je vous dis, écoutez, il y a des décisions de justice. Il y a des choses à respecter, il y a des règlements. Il y a les statuts même de la FECAFOOT. Il y a des gens qui prétendent parler au nom de la Fédération camerounaise de football, mais qui foulent aux pieds les statuts de la FECAFOOT. C'est comme quelqu'un qui est un président de la République qui foule aux pieds la constitution de son pays. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, est-ce que vraiment, vous voyez bien que l'émission, on ne pourra pas avancer réellement et vous comprenez pourquoi le football ne va pas recommencer véritablement. Je voudrais qu'on écoute d'autres avis sur la reprise du football au Cameroun. L'avis de l'ancienne gloire de football Joseph-Antoine Bell et du président de la Fédération internationale de football Association Gianni Infantino. Je vous propose de les écouter, on se retrouve juste après. On va revenir sur cet élément au cours de cette édition de Scène de presse. Après vous avoir écouté, moi, je voudrais savoir quelles sont les différentes concessions que vous êtes prêts à faire. On a vu l'engouement autour du CHAN. Les Camerounais veulent vraiment revivre ces moments de grande ferveur, ces moments de football, ces grands moments de football. Qu'est-ce que vous êtes prêts à concéder? À quel niveau? À n'importe quel niveau. Bon, je ne sais pas si... Je sais par exemple que le président de la Fédération camerounaise de football, s'exprimant la semaine dernière sur les antennes de la CRTV, disait que la maison FECAFOOT est ouverte à tous ceux qui veulent contribuer à la restructuration de notre football. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Il est en cohérence depuis le début de son mandat. Ce que j'entends le président dire, c'est que tous les acteurs de bonne volonté, les acteurs du football de bonne volonté, mieux animés par la bonne foi. Mais jusqu'où est-il prêt à aller? C'est pour ça que je vous pose la question de savoir quelles sont les concessions que vous êtes prêts à faire. Il s'agit là d'une question purement subjective qui tient au management personnel du président. Vous m'avez invité pour que je vous parle des choses factuelles que nous observons au niveau de la fédération pour le redémarrage. Mais je ne vois pas le président tenir un propos depuis deux ans, pratiquement 2 ans et demi, en constance, qu'il reste disposé à travailler avec tous les acteurs du football. Lorsqu'il le dit, il parle de quoi concrètement? Dans quel cadre est-il disposé à travailler avec les autres acteurs du football? On est dans le cadre du football. On ne va pas sortir du cadre du football pour aller dans un autre cadre. C'est son organisation, son animation, son développement, sa promotion. Je pense que c'est dans ce cadre que les acteurs doivent venir pour que nous travaillions ensemble. Maintenant, je dis et je répète encore, Lucrèce, qu'il n'y a aucun imbroglio relativement à qui doit faire quoi par rapport au football camerounais. La situation est très claire. Et peut-être que l'imbroglio reste dans quelques têtes de certaines personnes qui évoluent en parallèle, comme j'en observe. Et c'est précisément pour ça que je suis venu, pour le grand public qui semble percevoir ou être désemparé par cette situation, pour dire que pour nous, la situation est très claire. Il a paru un temps comme un petit imbroglio avec 2 situations. La sentence du 15 janvier 2021, que vous connaissez. Vous finissez par reconnaître qu'il y a quand même eu un imbroglio. Il a paru, j'utilise bien ce verbe, il a paru comme un certain temps dans l'opinion publique, auprès du grand public, comme un certain imbroglio, depuis la sentence du 15 janvier et évidemment depuis la soi-disant Assemblée générale tenue le 2 février. Sur la sentence du 15 janvier, la situation est très claire. Je pense que l'OTAS a donné le pouvoir à la FIFA de faire 2 choses. Soit en vertu du principe de continuité, de faire en sorte que les organes en place puissent continuer à régenter le football camerounais, soit alors de prendre une autre option. La FIFA les a suivis. Le 2 février, vous avez suivi une autre situation qui s'est également posée où des gens ont dit, bon voilà, on a organisé une assemblée générale, il y a un nouveau comité prévisoire. Et dans une correspondance qui date simplement d'hier, qui est abondamment précisée,
et partagé dans les réseaux sociaux, il est clairement dit que c'est M. Seydou Mbongondia et son comité exécutif élu en 2018 qui sont les dirigeants légitimes de la FECAFOOT. Donc, il n'y a aucun imbroglio là-dessus. Alors, est-ce que maintenant, vous... je termine. Allez-y. Je voudrais dire qu'il faut qu'on soit sérieux. J'ai dit et je précise encore que j'ai eu la chance, c'est important de le répéter, d'accompagner le président de la Fédération camerounaise de football à une réunion qui a été prescrite par le chef de l'État, qui n'est pas la même que celle du 8 octobre, à laquelle j'étais également présent. Alors, c'est entendu. Non, il faut le dire. Que donc, dans ce cas-là, moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là dans l'antichambre en train de boire du café. Celle du 27. Moi, je n'étais donc pas là. Monsieur, donc, ne me dites pas que j'étais là. Que ce soit la première ou la deuxième, nous étions deux avec Abdourahmane. La première, nous sommes là, je refute catégoriquement. Je n'ai pas été. Non. Vous étiez avec moi. Chez le Premier ministre, j'y étais une seule fois. Je le précise et ça, je suis catégorique là-dessus. Oui, mais après, je ne suis plus allé. Vous êtes venu, vous étiez avec moi dans l'antichambre quand nous avons la question de vos présences ou de vos absences dans cette instance, est-ce que c'est différent? C'est vous le menteur. Vous n'avez jamais été reçu à cette réunion. C'est vous le menteur. Moi, je n'étais pas avec vous. Vous êtes un menteur. Vous n'avez jamais été reçu par le secrétaire général. J'étais à une seule réunion. Est-ce que vous pouvez permettre qu'on avance plus sereinement dans ce débat sans s'insulter, sans dire de gros mots, s'il vous plaît. Sans dire de gros mots, je vous en prie. Voilà. Alors, je disais il y a quelques instants que le président de la FECAFOOT a promis sur les antennes de la CRTV qu'il ouvrirait les portes de la fédération à tous ceux qui sont disposés à travailler avec lui pour le football camerounais, pour faire avancer le football camerounais. Est-ce que vous êtes prêt, disposé à saisir cette main tendue? Mais madame... bien sûr, on est disposé à parler avec tous les acteurs, mais ce monsieur n'est pas président de la FECAFOOT au regard du droit applicable. Maintenant, c'est dans l'esprit et dans la tête d'un certain nombre de personnes. Je vous ai dit, nous sommes dans le cadre du football organisé. Il a dit ici, la FIFA a désigné. La FIFA n'a aucun rôle à jouer dans le fonctionnement interne de la FECAFOOT. La FIFA a une seule possibilité, c'est à travers l'article 8.2 de ses statuts, c'est-à-dire relever un comité, l'exécutif d'une fédération et le remplacer par un comité de normalisation pour un temps donné. C'était l'article 7.2. Aujourd'hui, dans les statuts de 2020, c'est l'article 8.2. En dehors de cet article, la FIFA n'a pas, et la FIFA, d'ailleurs, les statuts de la FIFA interdisent à la FIFA de reconnaître un exécutif qui n'a pas été élu et qui n'a pas été nommé par voie interne. Monsieur Seydou Mbongondia n'a jamais été élu. C'est ce que ça veut dire. Quand on annule votre élection, ça veut dire que l'effet rétroactif d'une annulation, l'anéantissement, ça veut dire qu'il n'a jamais été élu et n'a jamais été nommé également. Et je vais vous dire, madame, c'est extrêmement important parce que sur ce point-là, s'il vous plaît. Le problème que nous avons, c'est que nous avons quelques fonctionnaires de la FIFA, y compris le président de la FIFA, parce que le président de la FIFA, il représente la FIFA, mais il n'est pas la FIFA. Et il est obligé de respecter les statuts de la FIFA. Et le président de la FIFA a prétendu que le TAS a décidé que c'est l'exécutif en place qui a été déchu. Ça, c'est une aberration qui doit rester. Vous comprenez? Il a fait dire ça au TAS. Et d'ailleurs, dans les deux lettres, que ce soit de la FIFA, que ce soit celle du 16 janvier, que ce soit celle du 19 février, la FIFA n'assume pas. Elle dit qu'elle se range du côté sur la position du TAS. D'accord. On a dit, écoutez, bon, c'est pour ça que nous sommes devant le TAS. Et le TAS a demandé à la FIFA de se déterminer d'ici le 26. Donc nous attendons, c'est une affaire qui est pendante devant le tribunal d'ici le 26 février. Alors justement, vous comprenez? Donc, je vous la propose... lettre à laquelle il fait allusion, pour nous, c'est à la limite d'un chiffon. Nous attendons, je vous propose justement d'écouter le président de la FIFA dans cet élément qui, lui, demande à tous les acteurs du football camerounais de s'unir autour du ballon rond, on va le dire comme ça. On va donc écouter Gianni Infantino et Joseph-Antoine Bell, qui est une ancienne gloire du football camerounais. Les solutions sont plus haut. Pas chez les dirigeants actuels du football. Ceux qui nous ont conduits dans cette situation ne peuvent subitement devenir ceux qui vont nous en sortir. Tous les Camerounais doivent se sentir humiliés. Nous devons avoir honte de ce qui se passe dans le football camerounais
d'autant que nous disons depuis toujours aux footballeurs qu'ils représentent le Cameroun. Toutes les normalisations ont échoué. In fine, le problème du football camerounais est un problème de personne. Le président de la République demande que les acteurs du football se ressaisissent. Une expression que l'on utilise devant les gens au comportement indigne, parce qu'ils font de grosses bêtises. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, a pris une décision annulant les élections de la fédération actuellement en place. En même temps, le TAS a décidé aussi que l'équipe dirigeante en place actuellement, pour une question de continuité de service, devait procéder à faire les amendements réglementaires nécessaires et statutaires et après procéder à l'organisation d'une nouvelle élection. C'est ce qui va se passer. Je pense qu'il ne faut pas être nerveux à ce sujet. Au contraire, il faut être serein. Il y a une décision d'un tribunal, du tribunal arbitral du sport. Il faut respecter la décision, il faut la mettre en place. C'est l'équipe dirigeante actuelle qui va mettre en place cette décision. Évidemment, avec le soutien et le support de la FIFA qui va vérifier que tout se passe correctement. Parce que n'oublions pas que le Cameroun, c'est un pays important dans le monde du football. Quand il y a quelque chose qui se passe au Cameroun et dans le football camerounais, le monde regarde. Pas seulement la FIFA, mais le monde. Et c'est pour ça qu'on doit prouver au monde qu'on peut gérer un processus de transition au sein de la Fédération camerounaise de football avec l'équipe actuelle, avec la FIFA, avec tous les acteurs du football à qui je demande d'être unis derrière le ballon de football pour le Cameroun. Il ne s'agit pas ici de faire des luttes de quartier ou de personnes, il s'agit d'unir toutes les forces et d'aller de l'avant pour le football camerounais qui doit jouer vraiment un rôle important au niveau mondial. Il y a une décision, il faut la respecter, il faut la mettre en place, il faut le faire dans la tranquillité, dans la sérénité. On va noter que le mot sérénité est revenu 2 fois dans ces propos du président de la FIFA. Mais avant de revenir sur ces propos, je voudrais quand même vous relire in extenso cette déclaration de Joseph-Antoine Bell. Les solutions sont plus haut. Pas chez les dirigeants actuels du football. Ceux qui nous ont conduits dans cette situation ne peuvent subitement devenir ceux qui vont nous en sortir. Tous les Camerounais doivent se sentir humiliés. Nous devons avoir honte de ce qui se passe dans le football camerounais, d'autant que nous disons depuis toujours aux footballeurs qu'ils représentent le Cameroun. Toutes les normalisations ont échoué. In fine, le problème du football camerounais est un problème de personne. Le président de la République demande que les acteurs du football se ressaisissent, une expression que l'on utilise devant des gens au comportement indigne parce qu'ils font de grosses bêtises. C'est signé Joseph-Antoine Bell et je voudrais que vous réagissiez tous les deux sur ces propos de Joseph-Antoine Bell. Écoutez, moi je pense que Jojo... Vous pensez que les différentes normalisations ont échoué, que les Camerounais sont humiliés, que nous sommes la risée du monde, que nous sommes incapables de nous organiser C'est évident, puisque nous avons des décisions de justice qui prouvent que les normalisations successives ont échoué. Et c'est évident que nous avons honte. Parce que quand on voit que nous sommes dans un pays où des acteurs qui prétendent représenter la fédération et parler en son nom, refuser d'appliquer les statuts et les règlements de la fédération, ça c'est un gros problème. Quand j'écoute le président de la FIFA qui dit que le TAS a décidé, c'est évident. Aujourd'hui, si vous aviez, nous sommes au courant de certaines situations, nous avons certaines confidences. À l'intérieur de la FIFA, il y a eu un gros problème. Parce que le président de la FIFA, qui est un avocat, ne peut pas confondre un considérant avec une décision. Mais c'est bien suivi. C'est le même président qui a dit il y a quelques instants qu'il semblait dire, je crois, que la transition sera conduite par l'équipe actuelle. Non, effectivement, il n'est pas dans son rôle. Ce n'est pas à lui de décider, madame.
il y a un problème. Parce qu'il y a un problème de compréhension et de connaissance du fonctionnement du football en général dans le monde. La FIFA a un rôle. La FECAFOOT n'est pas un département, un service de la FIFA. La FECAFOOT est membre de la FIFA. Et les liens entre, les rapports entre la FECAFOOT et la FIFA sont régis par les statuts de la FIFA et les autres textes réglementaires. Les statuts de la FIFA disent que la FIFA ne peut pas se mêler des affaires de la fédération, ne peut pas désigner. Aujourd'hui, il n'y a que le TAS, et nous sommes devant le TAS. Et lui, ce qu'il a dit, c'est pas ça qui va s'imposer. Mais moi, je vous ai dit, j'ai gagné des procès face à la FIFA. La FIFA disait que je n'étais pas président d'Étoile Filante de Garoua. Moi, j'ai dit que j'étais président. Nous sommes allés au TAS, j'ai gagné. Le TAS a dit, écoutez, ce monsieur est président d'Étoile Filante de Garoua. Alors, c'est entendu. Je voudrais maintenant que M. Ayomba réagisse sur ces propos de Joseph-Antoine Bell et du président de la FIFA. D'abord, madame, je n'ai pas jugé les propos de Joseph-Antoine Bell, qui est un acteur. Que vous réagissiez à ces propos. Oui, mais je pense que c'est son point de vue, c'est sa perception du football camerounais, c'est sa perception des problèmes qui se posent ou qui s'imposent au football camerounais. Donc, comme citoyen libre, je respecte cette posture. Il était de l'aventure qui a été stoppée par la décision du 15 janvier et il est toujours dans la même situation. Je vous rappelle encore que c'est la CRTV qui avait couvert l'élection entre Joseph-Antoine Bell et le président Seydou Mbombo. Déjà, c'était en direct. Joseph-Antoine Bell avait perdu, mais il est resté membre de l'Assemblée générale élue en 2018. Donc, c'est un acteur du football qui a sa perception, qui également peut suggérer. Deuxième chose, je ne peux pas être ici et accepter d'entendre ce que je viens d'être entendu. Parce que malheureusement, le plateau de scène de presse n'est pas un prétoire, Madame Ducresse. Si nous ne sommes pas d'accord avec les décisions qui sont prises par les instances, parce qu'une fois, un coup, on est pour la justice, on vous dit, oui, il faut vraiment la respecter. Un autre coup, on veut faire la justice à la place de la justice. Si on estime que les orientations ou les décisions qui sont prises par la FIFA, conformément à la sentence du TAS, ne sont pas de bonnes décisions, on sait où se rendre. On fait appel ou on les attaque, c'est tout. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que l'imbroglio persiste dans la bouche ou les commentaires de ceux qui tiennent ce type de propos au quotidien. Ce n'était pas l'objet de notre but ici. Je rappelle, et je souligne encore pour le dire, que la correspondance d'hier, seulement hier, est encore plus formelle. M. Seydou Mbombo-Ndia et son comité exécutif, élu en 2018, restent et demeurent les dirigeants légitimes de la... Mais vous entendez sur le plateau de scène de presse quelqu'un qui prend une position contraire sur la base d'un simple, peut-être, sentiment personnel. Non. Deuxième chose, quand on dit qu'on a battu la FIFA à un procès, on donne les références. C'était quel procès où vous avez battu la FIFA en disant que vous n'êtes pas président? C'était quelle procédure? La 38-60. C'était FIFA contre qui? Non, Étoile Filante de Garoua. Contre qui? Non, FIFA. Contre FIFA? Contre FIFA, non, oui, c'est pas vrai. Cette décision, nous l'avons, c'est pas vrai. C'était un mensonge. Ok, c'est quelle décision? Nous l'avons, cette décision. Non, c'est une décision, s'il vous plaît. Étoile Filante de Garoua. Ce n'est pas... Excusez-moi. Non, madame. Allez-y rapidement. Il ne faut pas que les gens... J'avais attaqué... Étoile Filante de Garoua avait attaqué les matchs éliminatoires, avait attaqué les décisions de la FIFA concernant les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Mais il n'y avait pas, c'était Étoile Filante contre vous avez gagné cette procédure. Ce n'est pas l'objet du débat ce soir, je vous en prie. La FIFA a dit que je ne suis pas président. Et Monsieur Abdourahmane, le TAS a dit que je suis président. Ce n'est pas l'objet du débat ce soir. Moi, je voudrais que vous me disiez, les férus de football qui vous regardent ce soir, les acteurs du football qui vous regardent ce soir, les joueurs qui vous regardent ce soir, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Est-ce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ils verront la sérénité dans la maison FECAFOOT? Est-ce qu'ils pourront repartir dans les stades? Est-ce que la CAN qui arrive en 2022 sera organisée dans des meilleures conditions possibles? C'est ça l'objet de notre présence ici ce soir. Madame, on ne va pas... Écoutez, je pense qu'on ne peut pas mettre les... Je ne sais pas. S'il faut, ça dépend. Hein. Certains peuvent décider de mettre les bœufs avant la charrue, d'autres la charrue avant les bœufs. Ça dépend de ce que chacun veut. Vous avez des préalables? S'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Le préalable, c'est le respect de la réglementation, de la loi, des décisions de justice. Je vous ai dit. Et la réglementation, c'est quoi? Je vous dis ici, ça fait 10 ans qu'on est là-dedans. À chaque fois, il y a des gens qui montent un effet médiatique et les gens, certaines personnes les suivent. Et puis à la fin, on revient en arrière. Je vous le répète une dernière fois. La FIFA n'a pas le pouvoir
de maintenir ou de désigner un exécutif ou de juger de la légitimité d'un exécutif à la FECAFOOT. Madame, si vous pouvez croire ou ne pas croire, mais la réalité nous rattrapera. Ce n'est pas du rôle, la FIFA n'a pas ce pouvoir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le document, c'est un avis d'un fonctionnaire de la FIFA. Mais le droit applicable, que ce soit les statuts de la FIFA, que ce soit les statuts de la CAF, que ce soit les statuts de la FECAFOOT, ne permettent pas à la FIFA de désigner un exécutif à la FECAFOOT ou de dire, si vous n'êtes pas d'accord et vous contestez les conditions de convocation ou de tenue de l'Assemblée du 2 février 2016, vous allez devant les juridictions. Maintenant, vous avez posé la question parce que c'est une préoccupation. Je voudrais permettre que je vous pose une autre question. Le 26 février prochain, il s'agit bien du 26, si le TAS fait sien l'indication qui a été donnée, l'indication qui a été donnée par la FIFA hier dans la décision d'hier, qu'est-ce que vous faites? Vous en tenez à cela? Si elle en fait une décision de justice, qu'est-ce que vous en faites? Ne confondez pas d'abord. La FIFA, il y a deux FIFA. Hein. Vous avez un fonctionnaire de la FIFA qui a envoyé une lettre administrative. Nous parlons bien de cette correspondance. Non. Nous parlons bien de cette correspondance. Écoutez-moi bien, monsieur Abdourahmane. Si la FIFA, si le TAS s'aligne, on va le dire comme ça, sur cette correspondance que vous attribuez à un fonctionnaire de la FIFA, que ferez-vous? Si vous m'écoutez 2 secondes, peut-être vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Que ferez-vous le 26? Laissez-moi d'abord vous dire, cette correspondance, ce n'est pas sûr que c'est les éléments qui sont dans cette correspondance qui vont être donnés au TAS. Parce que le TAS a écrit à la secrétaire générale et a pris la précaution de mettre en copie le département juridique de la FIFA. Donc, devant le TAS, ça sera une question de droit, ça sera juridique. Alors que là, on est face à quelqu'un qui a écrit une lettre, peut-être à un ami. Vous comprenez? Ça ne peut pas. Mais maintenant, si le TAS, nous avons toujours respecté toutes les décisions du TAS. Nous ne sommes pas comme ces gens qui ne respectent rien ou qui respectent les décisions de justice quand elles leur sont favorables. Si le TAS décide, parce que c'est à lui, c'est au TAS de statuer sur cette question. Vous comprenez? Le TAS va dire qui est légitime entre M. Seydou Momondjoya et le sénateur Albert Mbida pour représenter la FECAFOOT. Quand le TAS va décider, mais quelle que soit la décision du TAS, nous serons obligés de respecter cette décision. Bien sûr, madame, bien sûr. On n'a jamais violé une décision du TAS. Madame. Voilà. Que ferez-vous le 26 si il y a une décision contraire à la position actuelle ou alors aux intérêts des dirigeants actuels de la FECAFOOT? Que ferez-vous? Moi, je ne réponds pas. Je ne lis pas le sexe des anges. J'analyse la situation à fait constant. La FIFA qui a été interrogée va répondre, peut-être qu'elle a même déjà répondu. J'indique que la date du 26 n'est pas la date à laquelle le TAS va se prononcer sur cette question incidente. Nous n'avons pas un problème avec le comité exécutif. Il n'y a aucune procédure comité exécutif actuel contre comité exécutif provisoire. J'indique simplement à tous ceux qui nous suivent que dans le cadre de la procédure Ligue de football professionnel du Cameroun contre Fédération camerounaise de football, sur les retraits de compétences, incident. Le premier porte sur la dissolution, là où nous avons demandé la bifurcation de procédure. Chemin faisant, effectivement, le côté d'en face, celui que représente M. Abdourahmane Amadou, est intervenu dans la procédure à titre incident pour dire la FECAFOOT dans cette affaire n'est plus représentée par M. Seydou Mbombo-Njoya, mais plutôt par M. X. Et que la nouvelle FECAFOOT représentée par M. X demande que le processus de statuer sur la bifurcation de procédure demandé par la FECAFOOT légale et légitime soit mis de côté au profit d'une sentence rendue par d'accord parti. Et c'est normal, le TAS avait donc des FECAFOOT et a dit, monsieur de la FIFA, qui doit parler au nom de la FECAFOOT? Ça a été clarifié hier. Alors, moi, il y a une seule... ça n'a pas encore été clarifié parce que la lettre d'hier n'était pas adressée au TAS. Je ne sais pas pourquoi vous me coupez. Ayez quand même... Non, je ne vous coupe pas, j'apporte une précision. Non, vous n'avez pas à me couper, monsieur. Une seconde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas pourquoi vous... Je vous apporte une Football camerounais, chronique d'un match sans fin. C'est le zooming que nous vous proposons maintenant et c'est une signature de Raphaël Nkwa.
La crise qui touche depuis plusieurs mois le football camerounais n'en finit pas de s'enliser. En cause, le litige qui oppose l'exécutif conduit par Seydou Mbondia à l'équipe du sénateur Albert Mbida. Ce bras de fer est en fait le prolongement d'une crise qui remonte à octobre 2019, lorsque la FECAFOOT suspend la Ligue de football professionnel pour violation grave et réitérée de ses obligations, lui reprochant notamment son mode de gouvernance. La FECAFOOT confie un comité technique transitoire des compétences initialement dévolues à la Ligue. Ce que cette dernière conteste devant le tribunal arbitral du sport en février 2020. Bien lui en a pris. Le 14 septembre, la juridiction suisse ordonne le rétablissement de la Ligue de football professionnel dans ses prérogatives, une position réaffirmée le 20 novembre. En dépit de cet arbitrage, la FECAFOOT décide de maintenir sa décision de retirer à la Ligue l'organisation des championnats professionnels. Mais entre-temps, un nouveau rebondissement survient à la veille du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations. Le tribunal arbitral du sport annule l'élection de Seydou Mbondia en décembre 2018 à la tête de la Fédération camerounaise de football. Dans la foulée, Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, informe la FECAFOOT que l'équipe Seydou Mbondia reste en place pour gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouvel exécutif. Mais rien n'arrête les velléités des belligérants. Des membres de l'Assemblée générale de la Fédération de 2012, réunis en visioconférence le 2 février, retirent toute compétence à Seydou Mbondia et aux membres du comité exécutif élu le 12 décembre 2018. L'imbroglio se poursuit dans les milieux sportifs à l'intérieur du pays et sur la scène internationale. Ceci n'est guère reluisant pour l'image du Cameroun, car le championnat national et les ligues départementales sont otages des lobbies mafieux. Merci Raphaël pour ce zooming. Alors, M. Abdourahmane, je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question tout à l'heure. Vous avez dit que ça fait à peu près 10 ans que ça dure, ça fait 10 ans que vous êtes au devant de la scène, ça fait 10 ans que vous êtes au TAS, que vous êtes un peu partout. Alors aujourd'hui, vous pensez que vous êtes le problème ou alors vous faites partie de la solution en ce qui concerne la bonne marche du football camerounais? Évidemment, vous savez, il y a des gens qui me traitent de... Ils écrivent même dans les fiches de renseignement que je suis l'ennemi de la République. Je pense que nous n'avons pas la même conception de la République. Parce que la République, ce sont ses institutions, ses lois. Et aujourd'hui, on est à la télévision nationale. Je profite de l'occasion pour quand même aborder ce sujet-là. Pour moi, tel que je conçois la République en tant que citoyen du Cameroun, et en tant que citoyen camerounais de plein droit, c'est ma contribution. Parce que je ne pense pas qu'il y ait autre chose en premier pour un citoyen que d'exiger que la loi soit respectée, que la réglementation soit respectée. Et je mets quiconque au défi de démontrer qu'un jour j'ai manqué de loyauté vis-à-vis de ma patrie. Dans tout ce que j'ai fait. Si saisir les juridictions et porter à l'attention de ces juridictions et à leur appréciation un certain nombre de faits qui vont à l'encontre des intérêts du Cameroun et à l'encontre des intérêts de notre football. Si c'est ça, parce que si je n'ai pas raison, la justice me donne tort. Et puis je n'ai pas autre chose. Vous ne m'avez jamais vu avec des gourdins, avec un couteau comme on associe des gens du Nord. Vous ne m'avez pas vu avec un caillou. Je n'ai que mon cerveau, je n'ai que le clavier. Et écoutez, et je pense que... Ma question, c'est celle-ci. Êtes-vous le problème ou faites-vous partie de la solution? J'estime que je ne suis pas le problème. Parce que j'ai toujours veillé à ce que la loi soit respectée. Moi-même, j'ai respecté et j'ai toujours tenu et je respecte la loi. Tout à l'heure, vous avez posé la question à M. Ayomba. Il n'a pas été capable de vous répondre s'il va respecter la décision du TAS ou non. Alors que moi, je me suis engagé à le faire. Et à partir de là, vous allez voir. Vous voyez, j'espère que les téléspectateurs ont fait la différence. Parce que vous lui avez posé la question, il vous a dit qu'il avisera. Alors qu'en principe, selon la loi du Cameroun, selon tous les principes qui gouvernent la République, vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas dans la jungle. S'il y a une décision de justice, vous vous soumettez à cette décision. Vous comprenez? Donc, je n'ai jamais, malgré ce qu'on dit, moi, je n'ai jamais considéré que j'étais un problème.
C'est entendu, Monsieur Abdourahmane. Monsieur Albert Ayomba, j'avais déjà posé cette question, je vais la reposer parce qu'on va bientôt mettre un terme à cet échange, à ce débat. Les férus de football qui vous écoutent, les joueurs qui vous écoutent, qui viennent de passer une année à la maison, qui n'ont pas joué à cause du Covid, mais également à cause des dissensions à l'intérieur du football camerounais. Tous ces passionnés de football qui vous écoutent, tous ces pays qui admirent le Cameroun, qui admirent ses infrastructures, vous écoutent. Qu'est-ce que vous promettez faire? Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour que le Cameroun ne soit plus la risée du monde en matière de football? Bon, je ne sais pas si c'est le Cameroun est la risée du monde en matière de football. Notre football, malgré ses soubresauts, continue de gagner. Nous avons gagné dernièrement avec les cadets. Il y a quelques années, nous avons gagné au Gabon. Les juniors se portent très bien. Nous parlons bien de la gouvernance du football. C'est ça qui fait problème. Voilà. C'est ça qui fait problème. La première chose, c'est que si vraiment, comme le proclament certains, on est des républicains, on doit se soumettre aux décisions que prenne la République. Je vous ai dit que le président de la République, le premier sportif camerounais, avant son adresse à la nation, a pensé qu'il fallait que cette situation s'arrête. Et il a prescrit un certain nombre d'opérations qui ont abouti à des solutions, qui ne les respectent pas aujourd'hui. On me dit qu'on est républicain, première chose. Deuxième chose, moi je n'ai jamais dit qu'on va aviser. Si on est assis ici et les gens n'écoutent pas ce qu'on dit, j'ai dit en tant que juriste, j'analyse à fait constant. Donc maintenant, si on me demande de faire une analyse prospective, moi je ne suis pas fort dans l'art divinatoire, c'est important de le dire. Et quand on dit qu'on est attaché à l'état de droit et au respect des sentences, on respecte celle du 15 janvier. Elle est claire. Vous avez suivi sur ce plateau. Cette sentence dit que pour la continuité du service, ce sont les organes actuellement en place. Ces organes qui sont présidés par M. Seydou Mbombo Njoya. Sauf si la FIFA entreprend autre chose. La FIFA va dans le même sens. Mais quelqu'un qui dit qu'il est attaché au respect de l'état de droit et aux sentences, vous a dit tout à l'heure que M. Seydou Mbombo Njoya n'est pas le président de la FECAFOOT. J'ai dit aux téléspectateurs, à l'opinion publique qui nous suit, que c'est ce que je suis venu dire. Nous sommes tous attachés à l'état de droit, au respect des sentences. Et on ne se met pas dans une posture comme un petit enfant qui mange un pain, qui vient de sortir de la boulangerie. Il grotte le côté. Il jette la mie. C'est ça. C'est exactement ça la posture des acteurs qui sont en face, qui veulent perpétuer le désordre. Madame Lucrèce, je vous dis donc, il n'y a pas d'imbroglio. Pour la FECAFOOT, c'est très clair. Et ça a été dit de la manière la plus claire possible. En quelques mots, M. Ayomba. Voilà. C'est M. Seydou Mbombo Njoya. Je vais poser la même question 150 fois. Oui. Les téléspectateurs vont me pardonner pour cela. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous promettez de faire pour que demain, la sérénité revienne dans la maison du football, comme le souhaite le président de la République? Qu'est-ce que vous faites? Jusqu'où vous êtes capable d'aller, connaissant l'environnement qui est le vôtre aujourd'hui? En quelques mots, s'il vous plaît. Madame, d'abord, je vous ai dit tout à l'heure que vous me posez une question qui, en réalité, relève la compétence de mon patron, qui est le président de la FECAFOOT, parce que c'est en réalité... Donc, vous êtes le porte-voix sur ce plateau ou non? Je vous ai dit que quand vous m'avez convié, vous avez clairement dit qu'on débattrait sur la question de l'imbroglio, et mon mandat était... Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Écoutez, ce n'est pas ce que je vous ai dit, mais répondez à la question, M. Ayomba. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Allez-y. La fiche est publique, tout le monde peut la consulter. M. Ayomba, nous avons eu une séance de travail. On ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que je peux finir? Voilà, je voudrais bien que vous finissiez, mais il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies dans l'absolu. Je termine donc pour dire que les questions de la nature politique ou éminemment politique comme celle que vous me posez, sur ce qu'on peut faire de manière concrète avec les... Mais oui, c'est le président de la FECAFOOT qui, depuis, dit qu'il tend la main aux autres acteurs. C'est à lui d'en dévoiler le contenu, pas à son collaborateur que je suis. Je suis venu vous parler des faits concrets, factuels, ce que j'observe dans le cadre de mes relations. C'est fait factuel. Concrètement, que fera la FECAFOOT dans les prochains jours? À quoi s'engage la FECAFOOT pour que le football camerounais revive à nouveau? Deux choses, je vous ai dit deux choses. Oui. Être d'abord dans le cadre de sa mission, celle d'organiser, de développer, de promouvoir la discipline qui lui est confiée. C'est ça son mandat. Et cette première mission est déjà effective, puisque je vous ai dit que le football a redémarré au plan amateur. Et il va redémarrer dans les prochains jours sur ce que j'ai vu à l'issue de la réunion de mardi dernier au plan professionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose? La deuxième chose, c'est que
À ce que je sache, on a demandé qu'on s'arrête. Ce n'est pas la FECAFOOT actuelle qui perpétue les conflits ou qui s'adonne à cœur joie à ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes allés devant la CCA dans le cadre de cette procédure qui est allée au TAS du CRES. Nous avons gagné. Si nous étions des républicains, on se serait arrêtés. C'est la FECAFOOT qui avait gagné de cette procédure devant la CCA. Ce n'est pas la FECAFOOT qui est allée au TAS. Nous sommes allés devant le TAS. Le TAS a pris une décision. Mais ceux qui proclament à cœur joie, à corps et à cri que nous sommes les respectueux de l'état de droit, refusent d'exécuter une sentence du TAS. Et ils se présentent sur notre posture morale. Donc voilà la deuxième chose qu'il faut faire. Il faut absolument qu'on s'arrête. Parce que vous avez parlé de 10 ans, c'est 11 ans. La première sentence rendue par le TAS date de 2010. À l'époque où M. Abdourahmane était encore à la FECAFOOT. Dans l'affaire Nkumvondoenga, on dirait contre FECAFOOT. Il le sait. C'est entendu, M. Albert Ayomba. M. Abdourahmane. Madame, bon, c'est la fin, c'est le mot de fin, ou bien on va revenir sur le débat? Parce que vous avez commencé par lui, je pense que si vous êtes équitable, c'est moi qui devrais clôturer. Je vous passe la parole pour que vous nous disiez... Est-ce que c'est la fin, c'est le dernier mot, ou bien on va revenir? Non, pour que vous nous disiez, on termine par là, pour que vous nous disiez en quelques mots ce que vous, ou alors ceux qui pensent comme vous, ce que vous êtes prêts à faire. Quelles sont les concessions que vous êtes prêts à faire pour que la sérénité revienne dans le milieu du football camerounais, pour que les joueurs profitent enfin des différentes infrastructures que l'État a mis à leur disposition, que les joueurs puissent vivre, autant pour moi, de leur métier? Nous sommes prêts à tout faire, à tout accepter. C'est-à-dire quoi? Dans le respect, non, à s'asseoir et à dialoguer dans le respect de la légalité. Mais pas dans un monde qui n'a pas de règles. Je vous ai dit, il dit la sentence du TAS a dit. Le TAS n'a jamais décidé que M. Bomonjoua reste. Le dispositif, on le connaît. Les décisions du TAS sont dans le dispositif. Quand on a validé, s'il vous plaît. Ah, maintenant, c'est vous qui coupez. C'est vous qui coupez maintenant. Quand on a voulu aller au TAS, conformément à l'article R65 du Code du TAS, on nous a dit non. Le TAS n'interprète pas les commentaires. Le TAS, si vous avez un problème d'interprétation au niveau du dispositif, vous saisissez. L'interprétation, selon les règles, le code du TAS, c'est seulement le dispositif. Et dans le dispositif, il n'y a pas ce qu'il est en train de dire. C'est ça les décisions qui sont opposables aux partis. D'accord? Et de deux, on dit que le chef de l'État a dit... Moi, j'aimerais quand même demander une chose. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce que nous sommes prêts à tout? Mais il y a un préalable. Et ce que nous souhaiterions aujourd'hui, c'est que le chef de l'État lui-même se penche personnellement sur ce dossier. Parce qu'on a l'impression que toutes ces années, certains de ses proches collaborateurs ne sont pas sincères dans les affaires du football. Et je pense qu'ils ont contribué à enliser la situation. Là, l'appel que moi je lance ici... Les collaborateurs du chef de l'État, répercutent les décisions, les instructions qu'ils ont reçues. Madame, vous savez pourquoi je dis ça? Non, restons sur les... Non. On est à la télévision Monsieur Abdourahmane, restez sur les concessions que vous pouvez faire, les propositions que vous pouvez faire pour que le football camerounais puisse revivre à nouveau. Dites ce que vous pouvez faire, ne parlez pas au nom du gouvernement. Non, je ne parle pas au nom du gouvernement, mais quand on me dit que le chef de l'État a demandé qu'on viole la loi, je me pose des questions. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Monsieur Abdourahmane, allez s'il vous plaît sur les propositions. Madame, dans l'affaire de la LFPC, oui. Mais l'instruction qu'on nous dit que le chef de l'État aurait donnée, c'est celle qui voudrait que la FECAFOOT organise les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Ça voudrait dire que ça vient en contradiction avec toutes les décisions de justice. Alors, si telle est la décision du chef de l'État, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pour ça que je vous dis... Si tel est le vœu du... Non, c'est impossible. Non, si tel est le vœu du président, qu'est-ce que vous faites? Non, je ne me lance pas dans le domaine de l'impossibilité. C'est pour ça que je vous demande de ne pas parler de ce que nous ne savons pas. Dites-nous ce que vous êtes prêt à faire. Dans ce cas... Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Dans ce cas, parce que quand vous éludez les problèmes, c'est vrai qu'on est à la télévision nationale, mais quand vous éludez le problème, vous n'aidez pas le football à aller de l'avant. Moi, je suis venu, c'est la première fois que j'arrive sur ce plateau. Merci depuis 2013. Merci de nous avoir fait cet honneur. La dernière fois que j'étais ici, c'est en 2013. Vous comprenez? Et donc, quand je viens, j'ai accepté de venir ici, mais il faut qu'on mette les problèmes sur la table. Du moment où quelqu'un me dit quelque chose d'impossible, parce que je refuse de croire que le chef de l'État a demandé qu'on ne respecte pas une décision de justice, qu'on ne respecte pas la loi. Je répète ça, madame. Une fois que j'ai dit ça, je dis bien que si nous sommes dans un domaine
où nous devons respecter les règles, ces gens qui se proclament à gauche, à droite, président de la fédération, ou tout ce qu'ils veulent, nous sommes prêts à parler du football. Avec tout ce monde-là. Je dis bien... Dans le cadre des États généraux du football, par exemple? Non, on a eu les États généraux. Moi, j'avais une place centrale. Dans quel cadre, alors? Madame, j'ai eu... Non, vous savez, les acteurs peuvent s'asseoir et parler. Nous avons commencé à parler. Aujourd'hui, les gens qui sont à la fédération et qui refusent d'exécuter les décisions de justice, mais c'est une poignée de personnes. En réalité. Mais comme ils ont l'argent de la fédération, comme ils ont des amis bien placés, comme ils ont la police, ils ont la gendarmerie, mais ils violent la loi. Mais dans la réalité, s'il faut regarder, la majorité des acteurs du football, prenez les acteurs du football, allez vers eux. La sentence qui allait devant le TAS, c'est une centaine de présidents de clubs. C'est entendu, Monsieur Abdourahmane. Merci d'avoir fait le déplacement de la CRTV. Merci à Monsieur Albert Ayomba d'être venu lui aussi. Nous allons parler d'autre chose. Nous allons revisiter les autres faits majeurs de la semaine. C'est dans cette revue de presse que signe Franck Evina. Cameroun Tribune de mardi dénonce les crimes sécessionnistes. Une barbarie aveugle après l'assassinat sauvage de 3 chefs traditionnels et des civils dans la localité des Soata, arrondissement de Fontaine, département du Lébialem, région du Sud-Ouest. La même info est contenue dans Mutation comme pour intensifier la vague d'indignation des filles et fils du Lébialem et de la nation tout entière. Selon Terre Promise, les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 au 14 février. Des terroristes sécessionnistes ont fait sortir de leur maison plusieurs personnes avant de les fusiller sur la place du marché. Des crimes crapuleux dans une crise qui continue de faire couler le sang de nombreux innocents. Tenez, cette semaine, la presse a ravivé le souvenir des tristes événements de Ngarbou. Dans ce malheureux anniversaire, le jour est revenu sur les faits. Pour la nouvelle expression au-delà des larmes et des regrets, Ngarbou est devenu le signe d'une paix laborieuse dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un autre anniversaire, mais cette fois plus gai, était relayé par la presse cette semaine. Un an déjà que la RTC, la régie du terminal à conteneurs, tient les commandes du terminal à conteneurs au port autonome de Douala. Dans Cameroun Tribune, le bilan chiffré de cette gestion locale. 49 milliards de chiffre d'affaires, 11 milliards de francs reversés à l'État en guise de recettes fiscales. Pour ce qui est de la redevance portuaire, Essingang indique que la RTC a versé 15 milliards de francs CFA au PAD. Le tri-hebdomadaire soutient que cette performance est largement supérieure à celle de 2019, année au cours de laquelle le prédécesseur DIT, filiale du groupe Bolloré, n'avait reversé que 4,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 11 milliards pour la RTC. Le désordre garde le contrôle à la FECAFOOT. Le messager a présenté les visages des 2 prétendants au contrôle de la maison FECAFOOT, après que le tribunal arbitral du sport a sommé la FIFA de dire qui de l'exécutif déchu, de Sédou Mbombo Njoya ou du comité provisoire conduit par Albert Mbida est président légitime. Pour Émergence, le TAS demande des comptes à la FIFA. Une question essentielle dans le journal L'Essentiel, les protagonistes vont-ils se ressaisir, comme l'a demandé le chef de l'État lors de son discours à la jeunesse? Merci Franck Evina. Et sur le plateau avec moi, le docteur Aristide Stéphane Ababa, qui est chef de la section des opérations de la réponse nationale au Covid-19. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, Lucrèce. Et en face de vous, la journaliste blogueuse Olive Atangana. Bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Lucrèce. Pour Bonsoir. parler du Covid-19 qui repart malheureusement au Cameroun. Les chiffres sont à nouveau alarmants. Docteur, quelle est l'ampleur de la remontée du Covid par rapport au mois de décembre, par exemple? Lucrèce, il faut dire que nous sommes partis de 3 régions qui étaient principalement touchées, c'est-à-dire que la région du centre, la région du littoral et celle de l'ouest, à pratiquement 7-8 régions qui sont touchées aujourd'hui, avec des zones qui sont stratégiques, comme par exemple le district de santé de Kribi, qui est largement touché. On a également dans le sud-ouest le district de santé de Boya, de Limbé, et
Dans la région de l'Est également. La ville de Bertois. La ville de Bertois. Et à l'ouest, Baganté, la ville de Baganté. La ville de Baganté également, à l'ouest. Mais il faut dire que dans ces différentes régions, nous avons par exemple dans l'Adamawa, toute la région est touchée, mais nous avons le cas le plus préoccupant, c'est la ville de Ngaoundéré qui est le plus préoccupant dans cette région. Dans le nord-ouest également, pratiquement tout le nord-ouest, mais je dirais 2 tiers du nord-ouest, tout simplement. Alors, ça veut dire que nous sommes passés de 3 régions à 7, voire 8 régions touchées aujourd'hui. Qui sont une préoccupation, en réalité. Donc, mais nous ne sommes pas surpris. Nous attendons un peu à ce phénomène-là. On va revenir là-dessus, docteur, mais il y a ces régions qui sont touchées, plus de régions touchées, et donc plus de malades. Oui, nous avons un peu plus de malades, mais beaucoup moins que la période où nous avons eu le pic de l'épidémie. Actuellement, nous sommes environ à 2200 cas actifs qui sont répartis à peu près dans ces différentes régions. Et sur ces 2200 cas, nous avons 158 cas qui sont en unité de prise en charge et 38 qui sont sous oxygénothérapie. J'espère que la régie va nous permettre d'avoir quelques-uns de ces chiffres, les chiffres que vous avez évoqués il y a quelques instants. Oliva Tangana, vous qui travaillez de manière quotidienne dans ce milieu-là, vous avez également observé cette remontée de la maladie, ces nombres de cas qui augmentent, qui vont croissant dans les hôpitaux, le taux de létalité qui augmente également? Alors, on va dire que la recrudescence est observable de manière générale. Je ne vais pas contester les chiffres du docteur parce qu'il les maîtrisait mieux que la journaliste que je suis. J'ai pour principe de ne pas discuter les chiffres du gouvernement avec les chiffres des autorités sanitaires. Donc, la recrudescence est, comment dirais-je, elle est perceptible, elle se vit déjà au sein de la population. Si je prends le docteur Akagrié et certaines régions, mais moi je voudrais m'appesantir sur une zone principalement qui est celle de Menganga, où les autorités sanitaires sont vraiment en alerte, s'inquiètent d'une certaine recrudescence. On est parti par exemple de 16 cas du 8 au 14 à 27 cas du 15 au 21 février. Donc la recrudescence elle est, disons-le comme ça, elle est perceptible, elle est consommée. On ne peut plus réfuter qu'il y a une recrudescence des cas de Covid. Maintenant, peut-être vous allez revenir là-dessus. Comment on en arrive là? Peut-être le docteur va nous expliquer comment on en arrive là. Alors, avant qu'on ne revienne à cette question des causes, moi, je voudrais savoir comment cette recrudescence-là se traduit concrètement, docteur. Est-ce que vous qui coordonnez la plupart des médecins qui sont impliqués dans la prise en charge des malades de Covid, que vous disent-ils ces médecins? Merci, Olive. Ce que les médecins nous disent, c'est qu'ils sont un peu plus débordés parce qu'il y a une légère accalmie à un moment donné, mais ça reprend. Nous avons des formations sanitaires où nous avons des personnels de santé qui ont malheureusement été touchés. Donc, ils se sont sentis à nouveau exposés à ce fléau. Et ils disent également qu'il faudrait que les populations fassent un peu plus. C'est-à-dire que chacun soit un peu plus responsable. C'est-à-dire les gens, s'il y a des mouvements de population qui ne sont pas des mouvements, culturels ou sportifs, ou bien des déplacements qui ne sont pas nécessaires, que vraiment on s'en abstienne. S'il faut que les gens portent des masques, qu'ils le fassent. La situation devient un peu plus préoccupante pour eux également. Quels sont les sujets qui sont les plus touchés, docteur? En réalité, lorsqu'on observe les chiffres, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques, qui sont touchées. Et toutes les tranches d'âge, notamment à partir de 10 ans en montant jusqu'à 69-70 ans. On constate que les hommes sont plus touchés que les femmes également. Et on constate quand même, là on a constaté une remontée dans des formes modérées à sévères. On a dans ce chiffre d'hospitalisation en unité de prise en charge qui est passé de 0,5%
5% actuellement. Donc on a ce tableau clinique qui est également en train de monter. Et ceux qui décèdent, c'est surtout des comorbidités? Ceux qui décèdent, il faut dire qu'à 80% des cas, ce sont des comorbidités. Mais on a quand même observé que ces derniers jours, il y avait quand même des personnes qui ne répondaient pas à ce tableau clinique, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'hypertension, de diabète, d'asthme ou d'autres maladies chroniques ou d'obésité, mais qui mouraient tout simplement parce qu'il y avait un retard dans l'alerte et dans la prise en charge. Donc, ce qui faisait que quand ils arrivaient dans les unités de prise en charge, très souvent, il n'y avait plus grand-chose à faire. Alors, Olive, vous parlez tout à l'heure des causes de cette remontée du Covid-19. Vous êtes dans le domaine de la communication. Vous pensez que c'est l'une des causes majeures? Est-ce qu'on a quelque peu, je ne vais pas dire échoué, est-ce qu'il y a également eu une sorte de démobilisation dans ce secteur-là? Alors, avant d'arriver à la communication, je voudrais d'abord revenir sur les propos du docteur Abba, qui a dit qu'il faudrait que chaque citoyen soit responsable, que chaque citoyen porte le masque. Mais il faut partir d'un constat, c'est que l'autorité qui était censée veiller à l'application des mesures barrières a un peu fléchi dans son rôle. Parce qu'on a observé un relâchement général qui est dû à quoi? Qui est dû en partie à une démission du rôle de chien de garde que devait normalement jouer l'autorité. C'est-à-dire quoi? On a quand même, il y a des mesures qui ont été prises qu'on a saluées. C'est-à-dire, on a vu qu'on a annulé le défilé du 11 février, on a vu qu'on a annulé le défilé du 8 mars, on a également vu qu'on a même annulé la grande cérémonie, voilà, que sont les vœux au président de la République. Donc, on a salué ces décisions, mais à côté, on a quand même vu aussi le même gouvernement qui autorisait des concerts populaires, où on observait vraiment on a observé un relâchement total des mesures barrières. Personne, très peu avait de masque. On pourrait vous retorquer qu'on n'était pas obligé d'y aller? On n'était pas obligé d'y aller, c'est vrai, mais on n'était pas non plus obligé d'accepter d'organiser ces concerts. On n'était pas obligé d'autoriser l'organisation de ces concerts. On n'était pas obligé de relâcher la communication même autour. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Le ministre, par exemple, nous a habitués à ces tweets. Ces tweets qui étaient des alarmes de ce que non, la maladie existe encore, non, il faut faire attention. Mais à un moment, on a eu... enfin, le ministre ne tweetait plus, il n'était plus présent sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce relâchement dans la communication, dans la sensibilisation des populations pour dire, écoutez, le virus est là, écoutez, il faut faire attention, il faut porter le masque, il faut respecter les mesures barrières, a créé une sorte de déni même au sein de la population. Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les gens, ils vous disent, non, le virus n'existe pas, ça ne tue pas, on a le gouvernement est en train de gonfler des chiffres. Évidemment, c'est un débat assez risqué, mais c'est un débat qui accourt en ce moment auprès de l'opinion. C'est-à-dire, on pense que le virus, la maladie n'existe pas, on pense que le gouvernement a gonflé les chiffres pour peut-être avoir d'autres financements, je ne sais pas, mais ceux qui avancent ces théories sont certainement guidés par des raisons qu'ils jugent certainement, comment dirais-je, qu'ils jugent plausibles. Mais il y a un déni, et ce déni part de quoi? Ce déni part d'un relâchement dans le rôle de chien de garde que jouait le gouvernement. Ce déni part de quoi? Ce déni part de l'absence d'une communication, d'une sensibilisation permanente des populations. On pourrait également parler, Olive, d'une sorte d'indiscipline généralisée, docteur. Moi, je pense que c'est plutôt de ce côté qu'il faut regarder. Lorsqu'on regarde, on lit le dernier rapport de situation, en termes de sensibilisation, nous sommes à peu près à 18 millions de Camerounais qui ont été sensibilisés. Mais ce qu'on remarque également, c'est que cette sensibilisation ne débouche pas sur un réel engagement communautaire dont des gens n'adhèrent pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont d'autres opinions, ils ont d'autres besoins. Et en même temps,
Covid est venu trouver un environnement dans lequel le ministre de la Santé publique, le docteur Manao Damalachi, était en train de lancer tout un processus dans un agenda de transformation du système de santé. Donc, on avait quand même déjà identifié des axes sur lesquels on devait transformer, le pousser vers un autre niveau. Et je pense réellement que beaucoup d'efforts sont faits, mais au niveau des populations, ça ne suit plus. Le gouvernement a préféré prendre comme option une espèce d'équilibre qui permet en même temps de continuer un minimum de vie sociale et en même temps de pouvoir veiller à ce que, avec tout le dispositif qui est mis en place, que la maladie n'atteigne pas une certaine proportion. Je vais, par exemple, vous dire, dans certains pays, encore hier, au Gabon, à Libreville, il y a eu une manifestation. Les populations étaient contre les mesures barrières qui étaient prises parce qu'elles les jugeaient très coercitives. Et on a même eu un mort lors de ces manifestations. Donc, ça devient également difficile sans le comprendre. Et je pense que le gouvernement a fait le meilleur choix. Maintenant, c'est que je conviens avec Olive qu'il faudra faire beaucoup plus d'efforts pour éduquer réellement les populations. Alors, il y a eu le CHAN également. Et c'était un grand regroupement de personnes sans masque, où il n'y avait aucun respect des distanciations physiques. Tout ça, c'est des choses qui ont certainement contribué à faire remonter la maladie. Mais la question que moi, je voudrais vous poser, docteur, c'est celle de savoir si vous ne l'aviez pas prévu. Est-ce que vous n'avez pas vu venir les choses? Lucrèce, à vrai dire, nous avions prévu. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. En même temps, avec les ratios, les chiffres que nous avons, nous ne sommes pas alarmistes. Mais nous commençons à tirer quand même... Quand vous dites que vous n'êtes pas surpris, ça veut dire que vous avez peut-être prévu qu'il y aurait une recrudescence de la maladie? On avait prévu... Jusqu'à quel niveau? On avait prévu pour 3 raisons une recrudescence de la maladie. La première des raisons, celle qui était sur le long cours, c'est ce relâchement qu'on avait constaté dans la population, pour lequel nous faisons des efforts un peu plus chaque jour, pour lesquels la CIATIV justement met le message du président de la République, chef de l'État, pour sensibiliser les populations sur les mesures barrières. Donc il y avait déjà ce relâchement qui était au long cours. Nous avons ensuite eu ces rassemblements sportifs et culturels qui ont commencé... On parlait au livre tout à l'heure. Tout à fait, qui ont commencé dès la deuxième semaine, bref, à la fin du mois de décembre. Et nous avions également vu qu'il y avait une croissance globale, mondiale. Et ce qu'on sait, c'est qu'en urgence de santé publique, lorsque ça prend feu quelque part, ça va forcément prendre chez vous. Donc, nous avons resserré notre dispositif. On a eu également les élections qui ont eu lieu. Donc, on a essayé de resserrer notre dispositif, mais vous comprendrez bien également que pour les équipes... C'était des collèges électoraux, on va le dire. Vous parlez des maisons des voisins qui brûlent, mais selon certains observateurs, alors que la maladie semble remonter au Cameroun, par contre, ça veut dire qu'elle prend des galons, elle augmente, elle repart. Quel est le problème? Pourquoi on semble être en déphasage? Je ne sais pas si c'est la même observation qu'Olive a faite. On semble être en déphasage avec le monde. Je voudrais d'abord que Olive réagisse sur la question et ensuite vous allez... Alors peut-être avant de réagir sur la question, je voudrais revenir un peu sur la sensibilisation dont parlait le docteur Abba tout à l'heure. Alors, c'est vrai, on a sensibilisé tel nombre de choses, tel nombre de personnes, on a sensibilisé tel nombre de personnes. C'est bien beau d'avancer les chiffres, mais quel est le message qu'on envoie à la population? Quelle est la cible qu'on choisit? Est-ce que c'est la cible qui est davantage atteinte par les comorbidités? Est-ce que c'est la cible qui est celle de 30, 50, 59, 60, 69 ans? Est-ce que c'est à cette cible-là que vous agrégez les messages de sensibilisation pour dire attention, par exemple, faites-vous dépister pour savoir si vous avez le diabète, si vous êtes hypertendu? Quelle est la qualité du message que vous envoyez et quelle est la cible? Donc,
j'ai envie de poser une question au docteur Abba. Si vous avez sensibilisé autant de personnes, pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec cette recrudescence? Ça veut dire que quelque part, la sensibilisation n'a pas marché et qu'il faut revoir à qui vous passez le message et quel est le message que vous passez. Allez-y. Ok. D'abord, je voulais revenir sur un propos. La pandémie, elle reprend partout. Le Cameroun n'est pas en marge de ce qui se passe dans le monde. Ça a repris partout et on s'attendait à cette reprise avec le début de l'hiver en Occident et cette ouverture où les gens recommençaient à voyager. Donc le Cameroun n'est pas un îlot isolé dans le monde, c'était prévisible. Maintenant, ce qui concerne la sensibilisation, il faut dire qu'elle se fait à plusieurs niveaux et sur plusieurs canaux. Plusieurs niveaux, il y a une sensibilisation qui est faite au niveau central, qui est généraliste, qui est globalisante, mais depuis que nous avons déconcentré la réponse, il y a également une bonne part de la sensibilisation qui est faite sur le terrain par des équipes de terrain. On ne voit pas beaucoup. Olive, je ne sais pas, vous qui travaillez dans le secteur, vous êtes sur le terrain tout le temps. Combien d'équipes rencontrez-vous, j'ai envie de dire, par semaine? Ça fait pratiquement 3 mois. Je n'ai vu aucune équipe sur le terrain. Pratiquement 3 mois. C'est-à-dire, en décembre, je prends la période de décembre, janvier, février. Je suis même allée à Douala. J'ai fait les marchés à Douala en décembre, mais je n'ai vu aucune équipe. Je suis revenue à Yaoundé. Peut-être que le docteur va apporter une contradiction à ce que je dis, mais je suis revenue. Ce que j'observe par contre dans les marchés, c'est les commerçants se sont organisés pour avoir des seaux à des points précis. Il y a des seaux pour se laver les mains. Ça, c'est ce que j'observe. Mais la sensibilisation, non. Je voudrais revenir sur la sensibilisation. Par exemple, en prenant une phrase du ministre de la Santé, quand il dit « la situation peut dégénérer à tout moment », ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi, docteur Abba? Comment moi, citoyen lambda, je reçois ce message-là? Et quand je le reçois, qu'est-ce que je fais? Comment déjà je le reçois quand le ministre dit « la situation peut dégénérer à tout moment ». Comment comprendre cette phrase? D'accord, merci. Je voudrais d'abord dire sur la sensibilisation qui est absente depuis 3 mois. Il vous souvient quand même que le Cameroun a organisé le CHAN et qu'on a quand même vu des images de sensibilisation motorisées dans des véritables caravanes mobiles de sensibilisation justement dans la ville de Douala. Et justement, je pense que vous avez même salué ce geste. Donc, c'était peut-être un oubli, mais il y a quand même encore des équipes qui travaillent. J'avoue que ça commence à peser, c'est lourd. On n'a pas eu cette habitude de travailler sur le long cours pour une seule chose. Les autres maladies, elles sont là, elles n'ont pas disparu. Les gens font leurs accidents de la voie publique, leurs AVC, des femmes accouchent, donc les équipes sont débordées. Donc, c'est normal que de temps en temps, on puisse avoir des personnes qui puissent être épuisées ou bien qu'on n'a pas vu à tel ou tel poste, mais dès que c'est possible, nous, on les voit sur le terrain. Oui, allez-y, en quelques mots, docteur. Oui, maintenant, sur le message du ministre, je pense que il communique beaucoup. Ce n'est pas seulement sur ce point-là. Il faut prendre l'ensemble de sa stratégie de communication. Le ministre a demandé, il nous dit, ces chiffres qui montent nous interpellent tous. Et tout ce qu'il voudrait faire, c'est que tout le monde puisse prendre conscience que la situation est sérieuse et qu'il faudrait qu'on revienne à un certain nombre de... Docteur, que faut-il craindre? Que faut-il craindre? On a entendu parler de nouveaux variants, on a entendu parler de variants en Afrique du Sud, d'un variant en Angleterre. Qu'est-ce qu'il en est au Cameroun? Est-ce que ces variants, on les a chez nous? Lorsque nous préparions cette émission, vous nous disiez qu'au Cameroun, on a à peu près 8 variants. Donc, alors, est-ce qu'on a ces variants chez nous, ces autres variants chez nous? Sont-ils plus virulents? Et est-ce que notre protocole actuel, notre protocole de prise en charge est à même d'adresser cette question-là? Ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est naturel qu'un virus mute, qu'il change. Donc, ce n'est pas tout à fait surprenant. Ce qu'il faut également dire, c'est que la nature est bien faite. Ce qu'un virus gagne, il le perd d'un autre côté. Ça veut dire quoi? Un virus en mutant, par exemple comme le variant anglais, il se propage plus rapidement
Mais en se propageant plus rapidement, il devient également souvent moins virulent. Ce qu'il gagne, c'est maintenant en termes de statistiques, le nombre de personnes qui sont potentiellement atteintes puisse faire en sorte donc que cette maladie. Quelle est la situation au Cameroun concernant ces variants-là? En ce qui concerne le Cameroun, des analyses ont été faites et on n'a pas encore décelé à ce jour ni des variants sud-africains, ni des variants anglais, ni même des variants nigérians. On a pu identifier des souches européennes banales qui étaient... Que nous pouvons prendre en charge? Que nous prenons en charge depuis. Donc, c'est ce que nous avons pu identifier. Il y a des instructions qui ont été données pour renforcer la surveillance génomique, justement, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'un variant comme le variant sud-africain, la problématique qu'il pose, c'est dès qu'il l'a pris, le vaccin peut ne plus être tout à fait efficace. Parlant justement de ce vaccin, Olive, c'est un débat qui a cours aujourd'hui. Est-ce que la situation épidémiologique du Cameroun aujourd'hui est favorable à la vaccination? Je pense que le docteur Abba est bien placé pour répondre à cette question du CRIS, mais je voudrais revenir sur un de ses propos. Vous savez, docteur Abba, le diable se cache dans les détails. Donc, je vais revenir sur la phrase. Moi, je voudrais comprendre. On est aussi là pour aider la population rapidement, s'il vous plaît. À comprendre. Voilà. Comment comprendre la phrase « la situation peut dégénérer à tout moment ». Peut-être il va revenir là-dessus. Revenons maintenant sur la problématique du vaccin. Vous savez, il y a beaucoup d'avis divergents en ce moment. Certains pensent que le Cameroun ne devrait pas faire la course au vaccin comme tout le monde. D'autres pensent que le Cameroun a suffisamment perdu du temps pour cela. Si m'était demandé à moi, Oliva Tangana, quelle est mon opinion, je ne suis pas sûre que j'aurai une opinion en ce moment parce que quand on discute avec les éminents professeurs, les épidémiologistes, ils vous disent la situation épidémiologique, peut-être le docteur Abba va me corriger, la situation épidémiologique du Cameroun n'est pas aussi alarmante pour nécessiter un vaccin. Mais d'autres disaient que non, il faut le vaccin parce que ce vaccin-là, c'est dans le cadre d'une pandémie comme celle-ci. La solution. C'est le vaccin la solution, c'est vrai, mais pourquoi ne pas insister également sur la sensibilisation, sur la communication, sur le respect des mesures barrières, combiner toutes ces recettes-là pour avoir un résultat probant. Docteur, en quelques mots, sur la vaccination? Sur la vaccination, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Bon, je vais parler d'abord de manière globale. Le Cameroun a déjà mis en place sa stratégie d'acquisition, de déploiement et de vaccination. Donc, elle sera lancée et communiquée en moment opportun. En clair, je voudrais juste qu'on soit d'accord là-dessus, c'est que bientôt le vaccin sera mis en circulation au Cameroun. On va bientôt vacciner les gens au Cameroun, c'est bien cela? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit la stratégie est déjà mise en place. Maintenant, pour l'acquisition des vaccins, si vous me le permettez, on a constaté une surcommande des vaccins actuellement, ce qui fait que les fabricants, les firmes pharmaceutiques ont des difficultés à livrer ces vaccins. Je prends un exemple. Le Canada, par exemple, il a commandé 5 fois ce qu'il lui fallait pour vacciner toute sa population. Les États-Unis sont à 1,3 milliard. Ce n'est pas ça la question, docteur. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de savoir, docteur, vraiment en quelques mots, parce que le temps nous tient à la gorge. La question, c'est de savoir si le Cameroun est sur le chemin de la vaccination. Si vous me permettez, le Cameroun est entré dans un mécanisme global. C'est-à-dire, il y a un mécanisme qui est porté par l'Alliance des vaccinations et l'OMS pour l'acquisition des vaccins. Parce que justement, les pays africains ont du mal à acquérir ces vaccins sur le plan international. Donc, il est prévu dans ce cadre-là que pour l'Union africaine, d'ici la fin de l'année, nous puissions avoir 600 millions de doses de vaccins, ce qui va nous permettre donc de les répartir dans plusieurs pays et doubler avant la fin justement doubler, puisqu'il nous faut 2 doses. Est-ce que le Cameroun en a besoin? Est-ce que le Cameroun a besoin en ce moment de vacciner ses populations contre le Covid-19? Bien sûr. Donc l'option a déjà été prise, la décision a déjà été prise. Maintenant, il ne reste plus qu'à acquérir les vaccins. C'est bien cela? Oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, l'un des principes fondamentaux des urgences de santé publique, notamment épidémiques,
Si vous avez un seul cas quelque part, ce n'est qu'un problème de temps, vous aurez des cas chez vous. Donc, le vaccin est un outil que nous utilisons pour essayer de ratisser l'âge. Ce n'est pas parce que nous allons vacciner que justement les autres stratégies que nous avons en place sur la recherche des contacts. Docteur, est-ce que le vaccin aujourd'hui n'est pas un casse-tête pour le Cameroun? Non, je ne pense pas. Il y a plusieurs types de vaccins. Il y a des vaccins qui nécessitent justement des efforts poussés en matière de logistique. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples. Donc je pense que ça ne sera pas un casse-tête pour le Cameroun. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, nous reparlerons du Covid-19 et nous pourrons écouter certains journalistes qui se sont exprimés sur cette question, notamment sur celle du confinement au Cameroun. Et nous les écouterons, donc, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été là pour cette nouvelle saison de Scène de Presse. À très bientôt sur ces mêmes antennes.